c'est fascinant parce que je pense qu'il y a des gens, c'est quand même spécial de penser que les enfants qui naissent aujourd'hui vont peut-être vivre dans cette réalité virtuelle-là, puis ils vont mourir dans cette réalité-là, qu'ils n'auront peut-être plus à faire des choses de leurs mains. Tu sais, justement, on peut passer notre carrière entière, on peut jouer en ligne, on peut comme tout commander en ligne. Puis je pense que j'ai l'impression que des mouvements comme ce que tu observes, ce que l'humain a besoin, il y a comme un craving qui est peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça, mais on a un craving de retourner au monde réel, là, de toucher des choses. Puis, tu sais, juste l'exemple que tu donnes, que tu ne portes pas de gants, juste pour sentir le bois. Il y a une différence d'expérience entre un meuble, ça serait un fini artificiel versus juste toucher le bois. Puis, c'est anodin, mais je l'ai réalisé, c'est la designer d'intérieur Ilse Crawford. Elle explique que souvent, elle essaie d'avoir des finis qui n'ont pas des grosses laques, puis du vernis, parce qu'elle dit qu'elle veut voir puis sentir la fibre. Genre. Ou elle dit qu'elle investissait beaucoup dans les planchers, parce qu'elle dit c'est la chose qu'on est toujours en contact dans une journée avec le plancher. Puis j'ai fait « Ah, c'est tellement vrai! » Comme j'avais pas vu ça de cette façon-là. Puis là, tu sais, on essaie de marcher beaucoup nu-pieds, puis j'essaie de me concentrer sur sentir les matières. Puis c'est tellement de petites choses que je trouve des fois qu'on oublie, mais ça enrichit le quotidien. Ça enrichit nos expériences. Ça, c'est quand même quelque chose que j'encapsule pour moi dans ce que j'appelle le degré de connexion. Et le degré de connexion, c'est quelque chose qui se mesure de différentes façons. Mais il y en a une, c'est celle-ci. C'est comme, quel est mon degré de connexion à mon environnement? Puis ça prend différentes formes. Moi, je marche très souvent nu-pieds. Pas dans un atelier, parce que c'est un peu dangereux, mais c'est... Quoi qu'à la longue, t'aurais peut-être de la corne. Tu pourrais t'exercer dans les gravelles. Je marche en forêt, partout nu-pieds. Donc c'est comme... Je l'ai déjà, mais c'est juste que comme des fois, il y a des vis ou des clous et des choses comme ça. Donc c'est comme... Oui. Et puis la CSST serait pas très contente. Et non, c'est le cap d'acier. Tu sais, c'est ça, les règles, c'est complètement l'inverse. Et donc... mais ouais, cette connexion-là est vraiment importante. Elle prend d'autres formes pour moi aussi, qui est quand je mets quelque chose dans la rue, de comprendre qu'est-ce qui se passe avec. Ça ne devrait pas être magique de poser une poubelle dans la rue puis elle disparaît. C'est important de comprendre où est-ce que ça s'en va. Donc pour moi, autour de cette notion de connexion, il y a l'idée de comprendre ce qui se passe. On a ça avec l'hyperlocal, donc de dire je vais faire mon compost sur mon balcon. Donc je comprends le cycle complet de j'ai un fruit. Éventuellement, même, je fais pousser mon fruit, je le consomme, puis je jette la pelure dans mon compost, puis je prends ça, puis je le remets dans ma plante pour faire de l'engrais. Donc là, on est comme à un degré de connexion qui est très élevé. Puis après, on a des degrés de connexion qui font juste dégringoler à partir de là, où on pose quelque chose dans la rue, puis ça disparaît, puis on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas que la majorité de nos vidanges à Montréal partent et sont enfouis à Terrebonne. On ne sait pas que... Concrètement, il y a comme une déconnexion complète vis-à-vis de ce qui se passe avec notre environnement et puis nos actions. Puis ça prend aussi d'autres formes pour nous au quotidien dans le projet, qui est degré de connexion qui serait très élevé, c'est de pouvoir aller rencontrer le client en tant qu'ébéniste, voir le meuble, parler avec la personne sur ce qu'elle veut faire. C'est la même personne qui récupère le meuble, qui travaille dessus, qui le ramène, qui communique tout au long du projet avec... le client pour lui dire ce qui se passe, c'est quoi les bonnes surprises, les mauvaises surprises. Vu qu'on est dans la restauration, c'est pas toujours une ligne droite, des fois il y a des petites courbes. Et puis ça, personnellement, moi, c'est ce qui me plaît. C'est comme, tu parlais tantôt de ne pas devenir une immense usine, c'est quelque chose dont on ne veut absolument pas. On ne veut pas devenir une grosse usine qui va traiter tous les meubles de Montréal. On veut garder cette taille humaine et cette petite équipe pour pouvoir garder ce type d'échange-là avec les gens. Ça, pour moi, c'est un très haut degré de connexion. Puis, en ce moment, je n'ai pas trouvé une solution pour combiner croissance et connexion. C'est comme s'ils étaient opposés l'un à l'autre. Donc, parce qu'après, c'est comme on fait croître un projet, puis finalement, il y a un gestionnaire de projet qui va parler au client, qui n'est pas ébéniste, donc qui n'a pas nécessairement les compétences, qui, lui, doit coordonner l'ébéniste, qui ensuite va envoyer un transporteur, qui ensuite va envoyer... puis on perd complètement la connexion. Donc c'est comme, il n'y a plus de lien entre la personne qui va toucher le meuble puis l'utilisateur final.
Puis ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment tout le temps en conscience quand on prend des décisions. De dire, comme, on veut garder un niveau de connexion qui est le plus élevé possible. Il y a une réalité économique aussi. Donc, c'est comme, ça coûte de l'argent d'avoir un ébéniste qui est comme une personne qualifiée dans un atelier, s'arrêter pour aller faire une livraison, où plus de gens auraient la capacité de faire ce travail-ci. Mais c'est quand même très important pour nous que ce soit qu'il y ait cette relation-là. Donc c'est garder de la connexion le plus possible. Et puis ça, c'est du travail, il faut le vouloir. C'est comme, c'est plus facile de prendre les poubelles, de le mettre dans la rue, puis qu'elles disparaissent. Ouais. Comme tu dis, c'est magique, c'est comme puis on y pense plus. Puis là, je pense que le web, c'est ça, le web et les nouvelles, ça a un empreinte des fois vraiment négatif sur nos cerveaux, mais ça a aussi le bénéfice que ça nous a ouvert, ça nous fait voir les conséquences de nos actions de plus en plus. T'sais. Mais le degré de connexion, ça me fascine, cet enjeu-là de dire garder la connexion puis croître. Moi tout, c'est un dilemme qui me... J'y réfléchis déjà, on est juste moi puis Vince en ce moment, là. Mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui a plus peur du succès que de l'échec, parce que je me dis, comment est-ce que tu gères justement ce besoin d'expansion-là, mais que tu veux garder quelque chose d'humain? Puis là, je me dis, peut-être que ça va être la création de cellules, de dire, au lieu d'être une entité juste qui fait juste continuer de grandir, mais c'est de créer des espèces de pôles où comme on autonomise les gens ailleurs, puis ils deviennent en contrôle de leur communauté, puis en tout cas, on s'en reparlera, mais de modèle de gestion. On aura possibilité d'en reparler, parce que c'est très proche du modèle qu'on veut développer aussi. C'est cette idée d'emmagasiner. En fait, on est une sorte de gros laboratoire. Concrètement, ce qu'on fait, c'est de tester beaucoup de modèles différents. Toute l'année dernière, ça a été une période de test. Tester différents marchés, différentes manières de... Parce qu'on veut que ce soit réutilisé, donc c'est bien de faire de la réparation, mais s'il n'y a pas une réutilisation derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'était beaucoup de faire de tests pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Avec cette vocation-là au final, avoir un package où on peut dire aux gens, vous pouvez commencer ce projet-là avec, mettons, 20 ou 30 000 $. Ça vous prend un espace de telle taille, vous avez besoin d'un entrepôt de telle taille. Fait que même pas des franchises, mais comme les gens... Ouais, ça pourrait être une franchise dans le sens où les gens pourraient avoir accès à un package qui leur dit exactement comment... Ça peut être un livre, ça peut être... Ça n'a pas besoin d'être une franchise où ça appartient. Mais après, il y a la mutualisation de l'effort de communication. Ça, c'est quelque chose où je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur à mutualiser l'effort de communication que d'avoir plein de petits trucs indépendants, parce que c'est comme beaucoup d'énergie aujourd'hui de se faire connaître. Ouais. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait être mutualisé. Mais après, c'est sûr que comme chacun fait dans son quartier, puis chacun a des réalités différentes. C'est-à-dire qu'un quartier ne va pas vendre les meubles au même prix qu'un autre. Donc chacun peut s'adapter parce que les loyers ne sont pas les mêmes, peut-être que comme, le coût de la vie n'est pas le même. Donc chacun peut aussi modifier son modèle localement. Mais c'est vraiment de trouver une sorte de formule de base que les gens peuvent... utiliser. C'est quelque chose que fait beaucoup Precious Plastic. Je ne les connais pas. Là, ils étaient en Allemagne, puis c'est vraiment cette idée de de fabriquer des machines, de mettre en ligne tous les plans pour la fabrication des machines, de trouver c'est quoi la taille d'une usine de recyclage locale, pour que n'importe qui puisse commencer à faire ça. Récupérer le plastique localement, le transformer pour en faire des objets. Je trouve ça super intéressant. C'est comme beaucoup de partage d'informations, beaucoup de partage de tests, de connaissances, pour arriver à une sorte d'unité fonctionnelle. Puis ça, c'est comme quelque chose qui nous parle beaucoup. Ouais. Ah, c'est drôle. Parce que moi, mon rêve, c'est de construire l'atlas du mouvement. On a trouvé ça. Au début du projet, là, pendant un instant, là, j'avais pensé à appeler ça Atlas. Parce que moi, j'aime la connaissance, puis je suis une collectionneuse, mais là, je me disais, je ne veux plus collectionner des objets physiques parce que ça demande de l'espace, puis il faut de l'entreposer. Mais là, je me disais, OK, je mets des idées, tu sais, sur le web, tu peux l'emmagasiner d'une certaine façon. Fait que là, créer un atlas du mouvement, puis de trouver les façons, les jeux que les gens... Comment un humain bouge. Puis de voir dans le monde, c'est quoi les jeux, tu sais, les jeux de notre enfance, que les comptines ou... Toute cette connaissance-là qui est partagée, puis que c'est pas nécessairement inscrit nulle part, mais que ça pourrait inspirer d'autres personnes ailleurs. Ou avec Participation, on a découvert des jeux autochtones super simples à faire, puis il y a tout l'aspect culturel aussi qui embarque. Fait que là, c'était de dire, OK, un jour, je vais faire une tournée, comme je veux aller voir dans le monde ce qui se passe, mais je me disais, est-ce qu'on crée justement des unités ou
t'expliques aux gens comment se montrer un studio, puis que moi, je deviens plus une connexion à eux, qui, eux, créent leur propre contenu, puis que là, tu gardes l'identité propre de chaque communauté ou peuple, au lieu de juste, avec le point de vue de Montréal, comme un peu rendre ça tout à ta saveur. Tu sais, fait en tout cas, mais c'est une grande question, parce que c'est comme... Ouais, je pense que ça prend beaucoup d'humilité et de temps de pouvoir s'imprégner d'une autre communauté ou d'un autre endroit. Moi, je le vois parce que je suis pas né à Montréal. Ça prend du temps de pouvoir... T'es français? Moi, je suis français. Et ça fait 11 ans que je vis ici. Puis ça a pris... Même si j'ai comme fait un effort de m'intégrer, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. On peut pas arriver quelque part en 2 semaines, dire comme... OK, je vais essayer de comprendre tous les enjeux et imposer quelque chose. Donc, c'est... ouais, pour moi, il y a quelque chose vraiment à propos de prendre du temps. Donc, ça me parle beaucoup, cette idée d'avoir plus des gens locaux qui vont développer quelque chose avec... Eux connaissent déjà ce qu'ils vont pouvoir dire, ça fonctionnera jamais ici. Puis ils ont probablement raison, parce qu'ils ont grandi là-bas, ils connaissent les dynamiques, etc. Donc, je trouve ça intéressant de faire confiance aux locaux, de savoir ce qui est bon pour eux. On s'en reparlera. Ouais. C'est la première fois qu'on parle de modèle de gestion au podcast. C'est quand même vraiment intéressant. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!